bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le update lecture du mois de novembre. Vous savez que je sors d'une phase un peu compliquée avec la lecture. J'ai eu une petite panne lecture courant du mois septembre-octobre. C'est d'ailleurs pour ça que le dernier update lecture est regroupé ensemble, parce que j'ai pas énormément lu malheureusement. Et je suis assez contente parce que finalement mon mois de novembre a été plutôt sympa. J'ai lu 6 livres et c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Donc on va s'y atteler dès maintenant. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit pouce vers le haut. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire en me disant quelles sont les lectures qui toi t'ont accompagné au mois de novembre. Et bien sûr, si tu es trop timide pour commenter, tu n'as qu'à me mettre les 2 doigts comme ça, les emojis comme ça. Voilà, ça me fera plaisir et je mettrai un gros cœur sur ton commentaire. Et bien sûr, pense à être abonné, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc merci infiniment pour votre soutien au quotidien qui vraiment m'aide tous les jours, vraiment, vous imaginez pas à quel point. Allez, on commence tout de suite du coup avec un graphique. Je n'en ai lu qu'un au mois de novembre, mais c'était un graphique qui me faisait très envie et qui était important de par sa thématique, puisque elle me représente assez, je trouve, à savoir Johanna dans tous ses états de Lara Pickle, qui est donc un graphique qui porte sur le burn-out, la dépression, l'anxiété, et forcément c'est des thèmes que je connais, où je suis déjà passée par là. Si vous regardez déjà mes vidéos depuis un petit moment, vous connaissez un peu mon passif, et forcément j'avais envie en fait de découvrir cette histoire sous forme de graphique, en me disant que ça serait peut-être moins lourd de la découvrir sous forme de graphique que plutôt que par un livre, parce que c'est vrai que les livres qui traitent entièrement de dépression, soit ça passe soit ça casse avec moi, ça me fait parfois beaucoup trop relate, et donc du coup ça me fait un peu sortir de ma zone de confort et je suis pas forcément très à l'aise, parce que c'est peut-être difficile à croire, mais je n'aime pas trop pleurer en lisant ou être malheureuse, ou est-ce que ça me ramène à des mauvais souvenirs. Voilà, c'est incroyable. Du coup j'avais un peu peur honnêtement en lisant cette BD, et en fait ça a été une plutôt bonne découverte. Après j'ai trouvé honnêtement que l'histoire était bien faite, que l'histoire sur la dépression, l'anxiété et comment en fait Johanna se retrouve complètement noyée en fait par ses démons intérieurs en fait était plutôt bien traitée. Par contre j'ai trouvé qu'en termes de dynamique sur l'histoire, on se perdait hyper facilement en termes de temps. En fait il y a pas vraiment d'éclipse, en fait on sait pas exactement quand on passe d'un jour à un autre ou d'un moment à un autre. En fait je trouve que ça se suit très très mal, et du coup j'ai été un peu perdue niveau temps en fait. Je savais plus où on était, je savais plus où on se situait. Il y avait des fois j'avais l'impression que c'était dans la continuité en fait, et en fait non, c'était une semaine plus tard et je le découvre après, et je trouve que c'est pas terrible et ça m'a un peu perdue honnêtement, et du coup j'étais plus focus sur ça parfois que sur l'histoire, parce que du coup je revenais en arrière en mode mais attends, mais on en est où là du coup, ah oui d'accord ok, enfin je trouvais que c'était pas très clair par rapport à ça, ça saute beaucoup de moments en fait. C'est pas vraiment une histoire qui se suit sur plusieurs mois, c'est des moments en fait, c'est des moments où on saute d'un moment à un autre pour comprendre Johanna d'un moment à un autre, et j'ai trouvé que c'était un peu dommage par rapport à ça. Pour autant, comme je le disais, le thème est très bien traité. Après, on a tous notre manière à nous de voir la dépression, de la ressentir, de la traiter, et j'ai trouvé que celle de Johanna était plutôt saine. En fait elle va voir une psy au bout d'un moment pour se faire aider, et elle parle aussi d'une mauvaise expérience qu'elle a eue avec un psy qui dit non mais vous exagérez, vous faites n'importe quoi, et je trouve que c'est hyper réel en fait, parce que moi je suis passée par là. Quand j'ai eu ma dépression, j'ai rencontré plusieurs docteurs en fait, et il y en avait plein qui me prenaient pas au sérieux et qui minimisaient en fait ce que je ressentais, et du coup je me sentais pas du tout légitime dans mon ressenti, et ça m'angoissait encore plus, et ça m'enfonçait encore plus dans ma dépression, dans mon anxiété, dans mon silence aussi, parce que du coup je n'osais plus en parler du fait que en fait on minimisait mes émotions. Et il faut vraiment trouver la bonne personne qui est à l'écoute et qui vous croit et qui vous dit ce que vous ressentez, c'est ok en fait, et c'est totalement justifié, et personne n'a le droit de vous dire que ce que vous ressentez c'est rien en fait. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, et que c'était plutôt beau, et en fait on voit aussi l'évolution avec sa psy, et j'ai trouvé ça bien. Alors ce qui est plutôt aussi original dans ce livre, c'est qu'il y a de la magie, et la magie en fait est très récurrente dans cet univers, puisqu'en fait Johanna va à Londres pour suivre un stage
dans un cabinet en gros de potions et elle veut créer des potions, elle veut faire des trucs de fou et tout. Quand elle arrive à Londres, elle est pleine d'enthousiasme, bien qu'elle se retrouve face à des difficultés à se loger, des difficultés à trouver des amis, etc. Et puis au fur et à mesure, ça se débloque un peu comme tout dans la vie en fait. Au bout d'un moment, on trouve des gens avec qui on s'entend plutôt bien, qui deviennent des piliers, et puis parfois il peut y avoir aussi des relations amoureuses où on se comprend pas trop, on ne fait que s'engueuler et la relation semble toxique, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce qu'on est dans une mauvaise phase. Et tout ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien amené de la part de l'autrice, et elle dit à la fin en fait que elle s'est inspirée de son propre ressenti, mais pas que, parce que son ressenti n'est pas la seule et même définition de l'anxiété, des déceptions amoureuses, de la violence qu'on peut trouver dans la médecine, voilà, de la dépression, etc. Tout ça en fait, elle a dit que c'était un condensé de son expérience et de plein d'autres expériences de ses amis auxquelles elle voulait rendre hommage en fait. Et j'ai trouvé que c'était bien en fait, parce que du coup on se retrouve plus ou moins dans une des expériences qu'elle a eues, qui peut être négatif ou positif, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien traité. Donc c'est un livre vraiment que je recommande, même si on est un peu perdu dans les moments, dans le temps. Honnêtement, le sujet étant très très bien traité, j'ai vraiment passé un bon moment, et ça m'a rappelé effectivement certains souvenirs en fait, certains moments en fait dans ma vie, quand j'ai eu mon burn-out notamment, et que j'ai eu le besoin de me couper de tout et de tout le monde, et de m'isoler de tout le monde, de mes amis, de me couper de tout le monde, et de rester en fait toute seule et dans cette bulle juste d'anxiété, en me disant, en faisant l'autruche en fait, et en me coupant du monde, et j'ai trouvé que ça aussi elle le traitait, et qu'elle le traitait bien, parce que on a toutes des manières, tous et tous bien sûr, des manières de traiter différemment les choses quand ça va mal. Moi j'ai tendance à effectivement faire ça, à m'isoler en fait, parce que j'ai toujours été comme ça, et du coup dans ce roman on met les mots sur ça en fait. On dit que c'est ok, c'est pas grave, t'as ta façon à toi de ressentir les choses, de les traiter pour survivre et pour continuer à avancer. Et c'est ok en fait, et il faut que les gens l'entendent et le comprennent. On est tous différents, on a tous nos manières à nous de traiter nos émotions. On a tous aussi une définition propre de ce qu'est la santé mentale, de ce qu'est l'amitié, de ce qu'est l'amour. Et ça ne peut pas coïncider avec tout le monde, et c'est ok en fait, voilà. Et ce livre est du coup super, et du coup je vous le recommande, voilà. Il est pas très gros en plus, c'est de la couleur à l'intérieur, donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à deux livres que j'ai relus au mois de novembre. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo pile à lire du mois de décembre, que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et bien en fait, au mois de novembre, les petits Pat, qui sont mes Patreons en fait, ont proposé en lecture commune du mois le tome 1 d'Acotar. Alors pour certains c'était une rélecture, c'est mon cas, et pour d'autres c'était une découverte. Donc on a décidé en fait de relire toute la saga, ou de lire toute la saga pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu. Donc du coup j'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné avec le tome 2, voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette saga parce que j'en parle en long, en large, en travers tout le temps sur ma chaîne. Rien que dans mon update lecture du mois de décembre de l'année dernière, j'en avais reparlé, je vous remets la vidéo juste ici, puisque j'avais relu en fait la saga à ce moment-là. Donc je vais pas m'éterniser, vous savez que voilà, c'est une saga coup de cœur. Je suis en train de lire le tome 3 et je prévois de lire le reste de la saga au mois de décembre si j'y arrive, parce que avec Babel c'est un peu compliqué. On passe du coup à un autre livre dans une autre thématique. Bien que j'en parle rarement sur la chaîne, c'est pas la première fois que je lis un livre de ce genre là. Il s'agit d'un livre sur le true crime, et notamment celui de Max Keyes qui s'appelle Trembler, des histoires criminelles vraies et flippantes. En fait de base c'est un youtubeur que j'aime énormément, et je regarde en fait toutes ses vidéos parce que j'aime énormément ses vidéos de true crime. Je les trouve très bien documentées, très bien faites. On voit qu'il prend vraiment le temps en fait de se renseigner sur les affaires qu'il traite, et je trouve que c'est très qualitatif en fait comme vidéo qu'il fait. Et alors après c'est pas pour tout le monde parce que le true crime, je le rappelle, c'est en fait on va traiter de crimes qui se sont réellement passés dans notre monde. C'est assez sanglant, parfois assez glauque, et c'est assez sombre parce que c'est vraiment des vidéos et des livres qui traitent, je trouve, du pire de l'humanité. Très honnêtement, c'est là où on voit des cas de disparition, de meurtre, de torture, enfin de tout ce qu'on peut voir de horrible. Et moi je trouve que c'est assez
intéressant, bien que le mot soit assez maladroit parce que ça, on dirait que je suis comme ça, enfin que je suis un peu une psychopathe, mais non, c'est juste qu'en fait les affaires de true crime, je suis toujours assez étonnée en fait de voir à quel point l'humain peut être vraiment mauvais et à quel point sa perversion peut aller très très loin parfois. Et parfois ça me sidère de voir que des années plus tard en fait on n'arrive pas à retrouver des gens qui ont fait du mal à des personnes, qu'on sait pas qui c'est, on n'a aucun indice, les histoires sont vraiment oubliées en fait, et je trouve que ça donne de la visibilité à certaines histoires. Il y a des disparitions notamment là-dedans où en fait on ne sait pas ce que sont devenues les personnes, elles ont disparu du jour au lendemain et on suppose un meurtre, parfois on retrouve les corps, parfois non, et en fait c'est des histoires qui sont souvent oubliées. Alors parfois elles sont traitées jusqu'au bout et on retrouve le meurtrier, le criminel qui a pu faire ça et la personne est jugée. Alors après, à la hauteur ou pas des faits, ça regarde chacun. Moi je trouve que c'est jamais assez, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est tellement triste en fait de voir à quel point on peut vivre dans un monde effrayant en fait. Et ça, c'est pas le genre de truc que mon anxiété apprécie forcément, parce que du coup je trouve que je sors encore moins. Parce que déjà j'ai peur de la foule, alors du coup c'est vrai qu'avec ces histoires là ça m'aide pas vraiment en plus. Mais je trouve que c'est important en fait de se documenter, de savoir ce genre de choses et de pas oublier les gens en fait qui ont vécu des choses horribles et je trouve que ça peut aussi bizarrement et étrangement servir de leçon pour tout le monde, parce que moi personnellement du coup je fais hyper attention à tout ce que je fais, j'ouvre pas à n'importe qui, enfin vous voyez. Alors après les pauvres elles y sont pour rien, hein, les victimes qui sont dans le truc, soit elles ont été trop gentilles, elles ont fait trop confiance, ou alors elles se sont fait prendre par surprise, ou enfin il y a une tonne d'histoires différentes et ça me fait tellement mal au cœur en fait de lire des trucs comme ça. Mais d'un autre côté je trouve ça aussi très intéressant sur le côté en fait humain, en fait je sais pas trop comment le dire, en fait psychologique, humain. Moi en fait j'arrive pas à comprendre comment on peut aller aussi loin, comment on peut blesser des gens, comment, je trouve que c'est, mais j'ai pas les mots en fait. C'est à dire que moi quand... le peu de fois où ça m'est arrivé, où j'ai tué des araignées, et encore je le fais à chaque fois parce que j'ai peur et je le fais en tremblant et en hurlant, à chaque fois je me sens trop mal. C'est une araignée, je veux dire voilà, mais c'est un insecte, mais ça, j'ai l'impression vraiment d'avoir été horrible en fait. Et je pourrais jamais faire ça, vous voyez, et que des gens le fassent, je comprends pas en fait. Et je crois que je comprendrai jamais, et je pense que c'est pour ça que je lis des histoires comme ça, j'essaie de comprendre en fait, j'essaie de me dire mais c'est quoi leur motivation, pourquoi ils font ça, pourquoi ils vont aussi loin et tout, et je comprends pas en fait. Je sais pas vous, mais moi je comprendrai jamais, et je crois que c'est ça en fait qui fait que je ne fais que lire des trucs comme ça, ou que je regarde des vidéos de Mask Eyes, c'est parce que j'essaie de me dire mais pourquoi ils font ça, pourquoi ça va aussi loin et tout, et bref. Après c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, je comprends totalement que c'est assez l'horreur, mais je trouve que, et ça le prouve avec les vidéos de Mask Eyes ou même les documentaires de true crime qu'on peut trouver, je trouve que ça intéresse beaucoup de monde au-delà de moi, et je trouve qu'on est très nombreux quand même à regarder ce genre de vidéos ou à se documenter sur ça, et je trouve que je sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi en fait, mais voilà, je sais pas, moi ça m'intéresse. Et je pense que dans une autre vie, si j'aurais été beaucoup plus courageuse que ça, j'aurais, je pense, aimé être genre policière, mais vraiment spécialisée dans le pénal et tout, ou genre j'aurais pu aider des gens et résoudre des disparitions, des trucs comme ça m'aurait plu. C'est un peu comme les romans policiers en fait, que vous lisez, c'est un peu le même principe en fait, mais sauf que c'est pas de la fiction. Bref, je me perds un peu quand même, hein. Donc tout ça pour dire en fait que dans ce livre on va suivre 10 histoires qui se sont passées. Alors par contre on voyage énormément, hein. Ça va du Japon, en Norvège, aux États-Unis, en France, on va un peu partout, et c'est très intéressant, et c'était que des histoires que je ne connaissais pas. Donc pourtant je regarde, hein, j'en consomme hein, du true crime, et je ne connaissais pas, et je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Enfin bon bref, donc je sais qu'il a écrit un deuxième tome et j'aimerais beaucoup l'avoir, voilà. Ensuite, vous le savez peut-être ou pas, j'ai lancé un challenge au mois de novembre qui s'appelle le November Book Challenge, que je vous remets juste ici aussi. Et en fait le but c'est de terminer des sagas, ou alors de relire des sagas, ou alors de lire des one-shots. Enfin, voilà, le but c'est de ne surtout pas commencer de nouvelles sagas, c'est la règle ultime, pas de tome 1, absolument pas. Et donc du coup dans
voilà, cette petite vague de November Book Challenge, j'ai lu 2 livres pour avancer ou clôturer des sagas, hein, on va dire. Et le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 2 de Le Pont des Tempêtes, qui s'appelle La Reine Traîtresse de Daniel L. Jansen, qui est sorti chez Brajlon, donc dans sa version absolument magnifique. Donc du coup, j'ai lu ce 2e tome et j'en suis ravie. Vraiment ravie. Je vous remets mon avis lecture sur le tome 1 juste ici. N'hésitez pas à aller le voir parce que je détaille beaucoup plus l'histoire. En fait, Le Pont des Tempêtes, c'est une histoire de romantaisie. Donc c'est une romantaisie d'un ennemi to lover, puisqu'on va envoyer Lara épouser le roi Arène, qui est le roi d'Itikana, qui est un pays en fait qui a un énorme pont qui relie 2 continents, et en fait il y a toutes les îles autour d'Itikana qui appartiennent du coup au roi en fait, et ce pont est une denrée commerciale très envié. C'est-à-dire que vous contrôlez le pont, et vous avez la réputation d'être riche parce que voilà, c'est vous qui faisiez le commerce et les traités, c'est vous qui autorisez les gens en fait à aller d'un continent à un autre, etc. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr que par la voie maritime, parce qu'en fait on vit dans un climat qui est tropical, et donc du coup il y a énormément de risques en mer d'avoir des tempêtes, des ouragans ou que sais-je. En fait c'est des conditions très compliquées en fait pour naviguer, donc le pont en fait assure une certaine stabilité entre les 2 continents. Et Lara est une princesse d'un des continents, d'un pays en fait qui touche Itikana, et qui a été envoyée en fait pour épouser Arène, mais elle a surtout été envoyée pour le tuer et prendre le contrôle du pont qu'elle donnera à son père, le roi. Et pour ça, du coup, elle a été élevée en fait avec ses autres sœurs dans un désert, isolée de tous, dans le secret de tous, et elle a été élevée pour devenir une tueuse, en fait, une guerrière aguerrie. Et Lara, quand elle va être envoyée là-bas, du coup, elle va vouloir absolument tuer Arène parce qu'elle déteste le peuple d'Itikana. C'est des gros égoïstes, c'est des gros méchants, c'est à cause d'eux que son peuple il meurt de faim, etc. etc. Sauf qu'elle va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça en fait, et entre Arène et Lara, eh bien, va se jouer une romance, bien sûr, et du coup le tome 1 avait été une très belle surprise, un beau coup de cœur, voilà. Et le tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'ai énormément aimé, voilà, si vous voulez mon avis, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je suis juste un tout petit peu déçue de la fin, ça tombe comme un cheveu sur la soupe on va dire, parce que en fait je trouve que ça amène la fin d'autres questions, et je suis frustrée de savoir que le tome 3 et le tome 4 d'ailleurs ne sont plus sur Lara et Arène. En fait on va suivre d'autres personnages qu'on rencontre dans le tome 2, et on va suivre du coup leur histoire à eux, leur romance à eux, et en fait ça m'attriste un peu honnêtement de peu suivre Lara et Arène, parce que déjà c'est des personnages que j'aime énormément, et en plus je trouve qu'en fait l'histoire est pas finie. L'histoire est loin d'être terminée en fait, enfin, avec tout ce qui s'est passé à la fin du tome 1 et là dans tout le tome 2 en fait, où en gros c'est une histoire de trahison. Donc en fait Lara elle a fait des choses qui font que eh bien chez Itikana elle est pas bien vue en fait. Du coup je trouve que c'est trop facile. Donc je sais pas, je trouve que ça amène encore plus de questions ce tome 2. Après j'ai bien aimé le tome 2 parce que autant le tome 1 on se concentrait vraiment sur Itikana et on était vraiment que sur Itikana, et là dans le tome 2 on voyage beaucoup en fait, on va dans le désert, on suit des aventures de fous, et c'est trop bien. Il y a une tension entre Lara et Arène, la même tension qu'on a dans le tome 1 en fait, je l'ai retrouvée dans le tome 2. Et l'autrice est excellente dans ça, je trouve. Elle arrive vraiment à très bien jouer sur ce piquant qu'il y a entre les deux, cette tension qu'il y a électrique entre les deux. On a envie de leur dire mais putain mais embrassez-vous en fait, stop en fait, aimez-vous, taisez-vous, arrêtez. Et c'est hyper bien fait, et franchement j'ai adoré l'histoire par rapport à ça. Je suis juste déçue en fait par rapport à la fin et au fait qu'on n'aura plus Lara et Arène, ou alors je suppose qu'on va les avoir mais loin en fait, en mode oh on a eu des nouvelles d'Itikana et de machin et c'est tout en fait, et je trouve ça trop triste. Et en fait j'aurais vraiment aimé que le tome 3 ne porte encore une fois que sur Lara et Arène et qu'on voit un peu ce qui se passe, mais bon on verra. De toute façon le tome 3 je vais me le procurer, je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense, mais je suis déçue un peu quand même de les quitter, ouais. Et le dernier livre que j'ai lu, je pense que ce n'est pas une surprise si vous suivez mes stories sur Instagram parce que j'étais au bout de ma life,
Il s'agit de l'énorme pavé Glow, donc le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, qui est absolument monstrueusement gros. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de lire la suite. Je crois que le tome 3 je l'ai lu, je sais plus si c'est en mai ou en juin. Et depuis j'étais en PLS, mais en PLS de pouvoir lire la suite. Et du coup bah ça y est, là j'ai lu le tome 4, donc je suis à jour dans la saga d'Oren. Il n'y a plus que le tome 5 qui va sortir en 2024 que j'attends de lire pour clôturer la saga en fait. Mais waouh, il se passe trop de trucs dans le tome 4, franchement c'est incroyable. J'ai pleuré dans le tome 4 pour la petite anecdote, parce que je trouve que la thématique abordée est tellement bien faite. Pour la petite histoire, la saga d'Oren en fait, ça va retracer l'histoire d'Oren qui est pas prisonnière mais on va dire sous le joug en fait du roi Midas dans le tome 1. Elle vit dans son château enfermée dans une énorme cage qui fait plusieurs pièces en fait et elle n'a pas le droit d'en sortir, elle est vraiment enfermée dans cette cage, mais elle se satisfait beaucoup en fait de cette situation parce que elle a vécu des choses horribles depuis qu'elle est petite. Elle était dans la pauvreté, elle était dans la prostitution, elle était dans le vol, elle a été agressée, malmenée, enfin il lui est arrivé mais plein de mésaventures depuis qu'elle est jeune. Et en fait le roi Midas, quand il l'a trouvée en fait il l'a sauvée, et à partir de là en fait elle s'est complètement vouée à lui en fait, et elle est tombée amoureuse de lui, et depuis elle vit enfermée dans son château, c'est devenu sa favorite. Et le tome 1 aborde des sujets déjà qui sont assez durs, parce qu'on a la question justement encore une fois du viol, et on a un viol dans le tome 1, on est témoin de ce viol là et c'est très dur. Il y a des violences sexuelles, des violences physiques, de la torture, enfin c'est une saga qui est vraiment très dure, dans un univers vraiment très sombre, et la personnage principale, donc Oren, vit tellement de choses en 4 tomes que honnêtement le côté psychologique du tome 4 est merveilleusement bien abordé. J'ai trouvé que par rapport à Oren, la situation était hyper touchante, hyper tranchante aussi, que les mots qu'avait l'autrice sur tout ce qui s'était passé, sur toute son aventure, tout son passé, tout ce qu'elle a vécu depuis ces dernières années était vraiment très fort, et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ça m'a beaucoup émue en fait, de voir l'état psychologique dans lequel Oren était, de voir l'anxiété qu'elle avait, de voir à quel point elle était triste et désemparée, et aussi à quel point tout ça l'avait complètement épuisée, mais épuisée au point où elle a plus d'énergie pour rien en fait. Et du coup ça rappelle des souvenirs forcément. Mais j'ai trouvé que c'était très bien traité et ça m'a beaucoup touchée. Franchement le tome 4 est très touchant, on voit vraiment l'évolution d'Oren encore plus. Déjà on la voit au travers des tomes 1 à 3, mais alors dans le tome 4 je trouve que c'est encore plus sidérant en fait, parce que là vraiment elle se libère de ses chaînes, elle prend conscience d'énormément de choses, elle guérit aussi, elle prend le temps de guérir tranquillement, et ouais franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Il y a toute une première partie je dirais justement sur sa reconstruction, sur le fait que le côté psychologique en fait si vous voulez. Et il y a une autre partie ensuite dans le roman où on reprend les intrigues politiques, on reprend l'histoire où on l'a laissée en fait. Mais cette partie en fait où on laisse Oren respirer, et où en fait où on a ce côté où on la voit en fait juste à nouveau respirer, à nouveau prendre conscience de certaines choses, de se renforcer, vous voyez, c'était une partie que j'ai trouvée très importante, parce que en fait du tome 1 au tome 3 on ne respire pas, il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'aventures, il y a tellement de nouveaux personnages, d'intrigues, d'enjeux, de trahisons, en fait on n'a pas le temps de respirer. Et je trouve que dans cette partie là, cette première partie là, c'était très bien fait en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un parallèle avec ACOTAR. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes personnages, pas du tout le même univers. Je veux dire, je veux pas faire de comparatif par rapport à ça parce que pour moi ça n'a rien à voir. Mais sur le côté psychologique, notamment par rapport à Fer et Oren, du fait qu'elles aient vécu similairement la même chose sur certaines relations qu'elles ont eues, relations amoureuses, et qu'elles s'en sont libérées en fait, j'ai trouvé on retrouvait ça en fait. Et on retrouve aussi à quel point certaines personnes, hommes ou femmes, peuvent être abusées psychologiquement, et tout ce que ça peut impliquer derrière. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très touchant, et franchement cette saga a renforcé encore plus le fait que je l'adorais et que c'était un coup de cœur en fait. Et du coup voilà, maintenant il reste le tome 5, et honnêtement vu la fin de ce
punaise de tome 4. J'en ai marre en fait d'attendre à chaque fois les tomes, j'en peux plus en fait, parce que là vraiment il y a un cliffhanger de malade, donc ne lisez pas tout de suite le tome 4 si vous ne voulez pas souffrir, si vous n'avez pas le tome 5 sous la main, parce que franchement, voilà. Ah oui, et autre chose aussi, on en apprend beaucoup plus sur le passé de Rip, et j'ai trouvé que c'était topissime. On a aussi beaucoup son point de vue, je trouve, dans ce tome là. Forcément il y a toute une partie où on suit son point de vue à cause de ce qui s'est passé à la fin du tome 3, et j'ai trouvé ça très bien. Honnêtement ça apporte encore plus à l'histoire, je trouve, et ça nous permet de nous attacher encore plus aux protagonistes. Donc bref, je les adore, et j'ai hâte d'avoir le tome 5. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que mon update lecture vous a plu. Je sais que il y a beaucoup de suites de sagas. Donc du coup c'est peut-être pas forcément aussi intéressant pour vous si vous ne lisez pas les sagas en question. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère vous voir prochainement dans mes autres vidéos, parce que voilà, j'essaie d'avoir un rythme de faire 2 vidéos par semaine au mois de décembre et de vous donner un petit peu de contenu. J'en profite à la fin de cette vidéo là pour vous dire que si vous êtes intéressé pour des vlogmas, sachez que j'en fais sur Patreon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Patreon pour voir les vlogmas que je fais, il y en a un par semaine. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.